Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, Thomas Gerbet, le journaliste de Radio-Canada, a dévoilé un rapport fédéral classé secret qui démontre que le fentanyl est devenu le gagne-pain du crime organisé. Écoutez, on dit que 350 groupes criminels sont impliqués dans le marché du fentanyl au Canada. C'est une drogue de plus en plus populaire. Le volume de drogue synthétique que les laboratoires clandestins sont capables de produire dépasse la demande nationale. Et on dit que le fentanyl qui a été saisi par les policiers et les douaniers au cours des dernières années pourrait tuer tous les Canadiens. C'est une drogue hyper nocive, hyper toxique. Donc, on pourrait tuer tous les Canadiens et même plus. On va en parler avec le docteur Guillaume Lacombe, toxicologue spécialiste en médecine d'urgence. Bonjour, docteur Lacombe. Bonjour, M. Martineau. Vous le voyez sur le terrain, j'imagine, là, les ravages du fentanyl. Récemment, là, il y a eu 9 surdoses à Montréal, au coin de Saint-Laurent et Ontario. Je ne sais pas si c'est à cause du fentanyl ou d'une drogue qui était contaminée, mais bref, il y en a beaucoup. Ben oui, c'est effectivement, puis ce que vous mentionnez, c'est intéressant, c'est que souvent, lorsque les patients arrivent dans les départements d'urgence, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont consommé. Donc, sur le coup, on est obligé de les traiter. Nous, on a des algorithmes de traitement, on a des manières de traiter les patients qui arrivent, par exemple, en arrêt cardiaque, sur des intoxications. Il y a des trucs qu'on peut voir pour trouver là, si est-ce que ça peut être un médicament ou une drogue qui s'apparente à du fentanyl. Mais on a vu dans les dernières années quand même une augmentation, effectivement, du nombre de patients qui arrivent dans les urgences avec des présentations qui peuvent ressembler à celles du fentanyl. Écoutez, j'ai vu 3 productions extraordinaires sur la crise des opioïdes aux États-Unis. La mini-série Painkiller avec Matthew Broderick, la mini-série Dope Sick avec Michael Keaton et le documentaire Crime of the Century. Et là, c'était finalement des gens qui volaient dans les pharmacies les fentanyls qui étaient produits par les entreprises de pharmaceutiques. Là, c'est plus ça. Là, on parle là, de vraiment de laboratoires clandestins qui ont été mis sur pied par le crime organisé. Le crime organisé produit son propre fentanyl, ses propres opioïdes, là. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on lit dans l'article, c'est que possiblement, en fait, c'est qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils sont produits à même le Canada, mais je vous dirais on en avait beaucoup aussi qui étaient produits, semble-t-il, là, de ce qu'on voit avec les différents rapports à l'extérieur, comme par exemple dans les pays comme en Chine, dans des laboratoires qui sont clandestins, c'est importé, mais là, de plus en plus, ce qui semble noter, c'est qu'il y a une production là, locale, là, finalement, là, ou du moins au sein même du pays. Et là, le fentanyl est de 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne, 100 fois plus puissant que la morphine. Écoutez, on peut en prendre seulement une fois et faire une surdose la première fois. Effectivement, parce qu'au fond, c'est toujours une question de dose. Puis le problème du fentanyl, c'est que les doses qui peuvent être létales sont tellement petites qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Un consommateur peut faire une overdose aussi sur de la morphine, mais c'est qu'il va falloir qu'ils en prennent davantage pour arriver à une dose qui est grave. Mais c'est peut être aussi une médication ou une drogue qui est très puissante puis qui peut causer des ravages. Le problème du fentanyl, c'est que les doses qui sont toxiques les doses létales se rapprochent tellement de la dose qui est recherchée par le consommateur que la moindre erreur peut être fatale. Et je me souviens d'une photo qui avait été prise par mon collègue ici de Cube Radio, Maxime Delan, où c'était, je crois, 2 frères ou 2 cousins qui étaient dans leur auto, qui avaient pris du fentanyl. Leur auto était stationné juste sous le pont Jean-Cartier. Vous vous rappelez probablement de cette photo-là. Et on avait découvert les cadavres des 2 gars, la bouche ouverte dans l'auto. C'est d'une tristesse incroyable. Et ça, j'imagine, dans le milieu hospitalier, vous voyez ça tous les jours, des gens qui arrivent en surdose d'opioïdes. Ben oui, effectivement. Surtout, ça va dépendre où on travaille. Dans les milieux urbains, vont être davantage exposés à ce type d'intoxication-là. Mais même dans les centres régionaux, les drogues vont voyager. Hein? Puis même dans les endroits qui sont pas les centres urbains, il va y avoir des consommateurs qui peuvent s'exposer à des substances comme celle-là, puis ils peuvent développer des intoxications sévères. Puis effectivement, on en voit assez fréquemment des patients qui arrivent dans les départements d'urgence, chez qui, par exemple, là, à l'urgence, là, même en préhospitalier, les ambulanciers vont avoir administré des doses, par exemple, de naloxone, qui est un antidote qu'on peut utiliser pour le fentanyl. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez régulière, assez quotidienne.
Écoutez, j'ai raconté l'histoire ici en ondes, je vais encore la raconter. Ma blonde, ma femme, il y a quelque temps, elle s'est fait enlever la vésicule biliaire. On lui a donné 5 petites doses de morphine si jamais elle a très mal. Un soir, elle avait très mal, elle a pris une dose de morphine. Le lendemain, elle me dit, Richard, on s'en va à la pharmacie et je vais aller mener les 4 doses de morphine qui me restent parce que c'est trop bon. J'ai peur. J'ai peur. Elle dit, je me suis jamais senti aussi bien. J'ai flyé, j'étais bien. Elle dit, j'ai peur d'en reprendre. Fait qu'elle est allée retourner. Elle aurait pu vendre ces 4 doses-là sur le marché noir, par exemple. Et j'imagine que ça se fait aussi, là. Ben, effectivement, on ne s'est pas suggéré. Moi, ce que je dis toujours aux patients, parce qu'on en prescrit des fois à l'urgence. Moi, je suis urgentologue, je travaille dans un département d'urgence. Vous cassez le bras, ben des fois, il y en a certains patients qui vont nécessiter des doses de morphine. On essaie d'en prescrire le moins possible. Moi, ce que je dis tout le temps à mes patients, c'est lorsque j'en prescris, si vous le prenez pas, allez le reporter à la pharmacie par la suite. Parce que, tu sais, c'est des doses qui restent dans les pharmacies, dans les maisons, dans les salles de bain. Puis ben, on veut pas qu'un enfant tombe là-dessus, qu'un ado tombe là-dessus, puis que ça se ramasse sur le marché noir ou que ça se ramasse dans les poches de quelqu'un qui veut en profiter. Fait que si vous n'en avez pas besoin, ben allez les reporter à la pharmacie. Parce qu'on devient addict très rapidement à ça. Là. Puis là, moi, je parlais de la morphine, puis là, on dit que le fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que la morphine. Ouais. Fait que là, j'imagine une fois, puis tu deviens quasiment accro, là. Ben, ça va dépendre de la dose du contexte. On prescrit pas de fentanyl en dose à la maison là pour des patients qui en ont besoin. Ça se donne à l'hôpital dans certains cas, mais on va pas prescrire du fentanyl à la maison. Mais j'imagine les doses vendues, là, c'est-à-dire par le marché noir, là, par le crime organisé, c'est des doses pas mal plus fortes. Effectivement, il y a un contexte de la molécule, puis il y a un contexte de l'ensemble, tu sais, dans quel contexte est-ce que le consommateur a pris ça, il prend ça avec ses chums, il y a du fun, ben ça se peut qu'il y a plus de chances d'en reprendre par la suite. Donc effectivement, il faut être très prudent parce que c'est des molécules, c'est des substances pour lesquelles on peut devenir rapidement, comme vous dites, addict ou développer une dépendance à ce genre de molécules-là. Pourquoi il y a autant de gens qui prennent de la drogue? C'est ça, pourquoi il y a autant de gens qui ont besoin de ça? C'est une bonne question. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble dans une autre entrevue. Mais effectivement, je pense que il y a beaucoup de facteurs. Moi, je travaille à l'urgence, fait que je suis habitué de gérer plus le côté aigu de l'intoxication. Mais il y a probablement plusieurs facteurs de société, environnementaux, un peu qui sont plus psychosociaux, là, qui est associé à la consommation de ces substances-là. Puis au bout de la ligne, ça va dépendre aussi de quelle substance est disponible sur le marché. On en parle, il y a beaucoup plus d'intoxication au fentanyl, mais ces substances-là sont davantage disponibles sur le marché noir actuellement. Dans les dernières années, le fentanyl était moins, les opioïdes, donc toute cette classe-là était davantage retrouvés dans l'Ouest canadien. Au Québec, on avait beaucoup de consommateurs plutôt d'amphétamine, de méthamphétamine. C'est pour ça c'est davantage qu'on retrouvait sur le marché. Mais c'est possible que ce soit des vagues qui tranquillement se passent, puis que là, davantage, on est dans un épisode là, associé avec la prise de fentanyl. Mais c'est très inquiétant. On a vu justement à Vancouver, ceux qui sont allés à Vancouver, le quartier Eastside, c'est comme un film de zombies. Puis là, ça a l'air que c'est dans le quartier, dans le coin du marché Bay à Ottawa, c'est exactement la même chose. Ça voyage de l'ouest à l'est, là, et vous le voyez au cours des dernières années qu'il y a une augmentation là, de problèmes de toxicomanie avec des drogues fortes comme le fentanyl. Oui, effectivement. Mais comme je dis, une des problématiques qu'on a souvent, c'est le consommateur qui arrive chez nous ou qui est en overdose, souvent, il sait pas exactement qu'est-ce qu'il a pris. Fait que c'est difficile d'avoir sur le coup une idée de la substance. Fait on a des traitements, on a des algorithmes qui vont être plus généraux, mais c'est rare qu'on va savoir exactement la substance. Par contre, on peut s'en douter. Ce qu'on va souvent avoir, c'est l'information en lien avec les services canadiens. Quand ils font des saisies, ils vont analyser les drogues. C'est là qu'on est capable de savoir un peu qu'est-ce qui tourne sur le marché, là. Écoutez, je ne veux pas vous emmener sur le terrain de la politique, là, c'est pas votre job, là, vous êtes urgentologue, là, mais quand on a légalisé le pot, le cannabis, je me souviens, on a dit, OK, on légalise une drogue, mais avec l'argent qu'on va faire, parce qu'on fait beaucoup d'argent avec la vente de cannabis au Canada et au Québec, il y a une bonne partie de cet argent-là qu'on va utiliser pour la prévention, pour dire aux gens des programmes de prévention, ne prenez pas de drogue, etc. Je ne les vois pas, ces programmes-là. On dirait que l'argent qu'on fait avec la vente de potes, ça sert à n'importe quoi, construire des ponts, je sais pas, des REM, je sais pas, là. Je ne vois pas cet argent-là dans des programmes de prévention. Je pense que c'est une bonne question. J'ai pas accès à toutes ces données-là. Oui. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on doit s'assurer en tant que
population, de s'assurer que les décisions qui sont prises, on a les décisions qui sont les bonnes, puis que les preneurs de décisions sont quand même responsables des décisions qui sont prises. Donc, si on dit qu'on va réinvestir cet argent-là, c'est de s'assurer que ce soit fait. Donc, évidemment, je pense que ultimement, il y a beaucoup de vases communicants dans tout ça, là, mais ultimement, il faut s'assurer qu'il y a des bonnes ressources qui sont mises en place pour les consommateurs et aussi de prévention primaire, donc empêcher les gens finalement de faire de la prévention pour pas que les jeunes ou les gens embarquent là-dedans, mais après ça aussi de s'assurer qu'il y ait une législation puis qu'il y ait des ressources nécessaires pour ceux qui sont déjà pris dans cette tornade-là puis qui veulent s'en sortir. Donc ça, c'est essentiel. Écoutez, je me souviens, là, il y avait un organisme, j'imagine que ça existe encore, là, quand il y avait dans des bars, des gros événements, des raves, etc., où on sait qu'il va y avoir de la drogue, plutôt que de dire aux jeunes, ne prenez pas de drogue, là, ça leur rentre dans l'oreille, ça leur sort par l'autre, on va dire, regarde, si tu en prends, là, nous autres, on va monitorer. Il y en a que tu peux prendre dans certaines conditions, mais il y en a d'autres que tu peux pas prendre. Puis tout ça, tu sais, que ce discours-là peut-être fonctionne mieux auprès des jeunes que dire « ne prends pas de drogue ». C'est une bonne question. Je suis pas dans la prévention primaire, mais effectivement, je pense que ultimement, il y a des gens qui sont probablement mieux qualifiés que moi pour prendre ces décisions-là, mais il faut s'assurer du moins que ces questions-là soient posées, puis qu'on arrive avec des ressources qui sont suffisantes, parce que comme vous le dites, beaucoup de jeunes vont faire leurs expériences, vont consommer des drogues, mais c'est de s'assurer que ce soit fait. En tout cas, je dis pas qu'il faut en prendre, puis j'embarquerai pas dans le fentanyl. Il y a des drogues qui sont plus dures que d'autres. Là, on est vraiment dans l'extrême. Faut comprendre que la fentanyl, ça se prend pas vraiment en pilule la plupart du temps. Les gens vont se l'injecter ou vont l'inhaler. Là. On est dans des atteintes, là, dans des profils de consommation qui sont plus lourds. Mais effectivement, je pense qu'il faut s'assurer qu'il y ait des profils, ou du moins qu'il y ait des ressources qui soient disponibles, puis qu'on commence cet enseignement-là plus jeune aux jeunes, aux ados, que ce soit fait de manière préemptive, là, qu'on les protège de ça. Tout à fait. Vous, en terminant, quelqu'un arrive en surdose de fentanyl à l'urgence, vous faites quoi? Il y a une substance que vous leur donnez pour les empêcher de mourir ou quoi? Oui, effectivement. Donc, on va prendre en charge le patient, s'assurer de protéger leur voie respiratoire, s'assurer que le cœur continue de bien fonctionner, leur donner de l'oxygène. Puis, il existe un antidote, la naloxone, qui va avoir un effet direct sur le fentanyl. Et d'ailleurs, le naloxone, c'est disponible en pharmacie sans prescription. Donc, un consommateur peut aller dans une pharmacie. Ouais, ça se donne par voie intranasale. Donc, d'ailleurs, c'est recommandé. Moi, je le dis même à mes patients, des fois, à qui j'en prescris pour des douleurs. Des fois, je leur dis, si vous voulez être certain, vous pouvez aller à la pharmacie, vous cherchez une dose de naloxone. Il y a des gens que ça peut être une intoxication involontaire. Ça peut arriver aussi. Mais si vous avez un doute, ayez votre dose de naloxone à la maison. C'est présentement disponible sans prescription. Un pharmacien peut donner une dose de naloxone à un patient. Donc, même les consommateurs, ça peut être correct d'en avoir une dose de protection. Tu consommes avec des amis, tu sais pas sur quel batch tu vas tomber. D'avoir une dose, ça peut donner un certain filet de sécurité. Ça veut pas dire qu'après, il faut pas appeler l'ambulance. Mais du moins, ça peut donner le temps aux ambulanciers de se présenter. Donc, c'est le même médicament qu'on va donner à l'hôpital, pas de la même façon, mais qui peut être disponible. Donc ça, sachez que c'est disponible en pharmacie. Ben merci, Dr Guillaume Lacombe. Toujours intéressant de vous parler. Puis merci pour le travail que vous faites aussi en tant qu'urgentologue. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Martin. Bye bye. Ce balado